Savez-vous que nous vivons en Afrique ou à Tahiti, ou même au Japon? Enfin, du point de vue d'un Parisien du XIXe siècle. En effet, pour les voyageurs de l'époque, le bassin d'Arcachon était inaccessible et ressemblait à un pays sauvage et lointain. Il fallait de nombreuses heures, voire plusieurs jours de voyage pour arriver jusqu'ici. Et puis, il y a eu l'invention du chemin de fer. Paris-Bordeaux d'abord, puis en 1841, la ligne Bordeaux-La Teste. Le bassin d'Arcachon devenait accessible à tous. Voici donc, en images, ce que pouvait donner la rencontre d'une Parisienne chic et de la dune du Pilat. Voici ce qu'en dit un médecin en 1860. Lorsque pour la première fois, il y a 20 ans et plus, je visitais par un beau jour d'automne la côte du bassin d'Arcachon. Un spectacle saisissant de grandeur et de nouveauté s'offrit à mes regards. Je contemplais avec ravissement ces magnifiques déserts se déployant en face de l'océan, à mes yeux étonnés. Tout à l'heure était calme dans cette belle savane. Il compare le bassin à l'Afrique. Arcachon, la ville nouvelle créée en 1857, suscite curiosité et admiration. Son architecture est bien différente de celle dont sont faits les immeubles parisiens. D'un désert où n'existait même pas l'ombre d'un village de pêcheurs, a émergé une station de repos, où l'on se refaisait une santé à l'air pur et dont la renommée était appelée à devenir internationale. Les constructions d'Arcachon étonnent fortement. Les maisons ont des airs de chalets et laissent apparaître une multitude de belvédères, de tourelles, de vérandas, de balcons, en bois découpé. Le bassin possède une forte identité maritime. La mer est d'ailleurs presque toujours présente dans les représentations artistiques de la presqu'île. Rares sont les tableaux ou les dessins qui ne figurent pas la mer de près ou de loin. Au XIXe siècle, les Parisiens raffolaient des huîtres, de préférence déjà ouvertes par les écaillères. Leur métier doit son appellation à l'ancien nom de l'huître, écaille. Leur costume régional ravit les clients chics. Métier quotidien pour les habitants du bassin, mais rare pour les visiteurs curieux venus de la capitale. Dans un journal de l'époque, on peut lire « Arcachon est une sorte d'Océanie française. C'est Tahiti à quelques kilomètres de Bordeaux. La vie sauvage a une portée de fusil du foyer de la civilisation. » Cette habitation évoque une hutte africaine perdue dans la brousse. L'homme du XIXe siècle est à la recherche de l'exotisme. Le bassin est une terre alors pleine de mystères. Un journaliste bordelais écrit « On a bien voulu se douter qu'il y avait au-delà de la Loire, à 150 lieues de Paris, une terre à ce jour inexplorée par les hommes du Nord, qui était presque aussi curieuse à connaître que l'Afrique, qui avait des fleuves tout aussi intéressants que le Nil, et des villes pour le moins aussi bien entretenues que Tombouctou au Mali. » Chacun projette dans le bassin d'Arcachon son fantasme d'évasion, qui lui rappelle telle ou telle région du monde. Le Japon alimente l'imaginaire des Occidentaux au XIXe siècle. Le bassin peut ainsi devenir japonais si on le désire. Voici un peintre, Jean-Paul Hallot, qui peint le bassin à la façon des estampes japonaises. Le cartouche rouge, tel qu'il apparaît traditionnellement dans les estampes japonaises, contient ici la signature de l'artiste et la date de la création de l'œuvre. Bref, nous sommes au Japon. Édouard Manet est un des peintres les plus célèbres du XIXe siècle. Il a passé 1 mois sur le bassin et en a fait quelques peintures inachevées. Les mouvements du pinceau traduisent les mouvements de l'eau et des bateaux poussés par le vent. L'inachevé donne un air léger à la scène. Léger comme les traces éphémères que laisseront peut-être quelques personnages sur le sable. Un peu de météo grâce à Manet. Nous remarquons que différents types de temps se succèdent à intervalles réguliers sur la côte atlantique. Ces changements de temps ont-ils un rapport avec le mouvement des marées? Est-ce que quand la marée monte, le temps change? Non. Il n'y a aucune corrélation scientifique entre la marée et le changement de temps. C'est une idée reçue. Lorsque cela est le cas, il s'agit d'une pure coïncidence. Pierre Bonnard, autre grand peintre du XIXe siècle, s'inspire lui aussi du bassin. Il vient surtout chercher la couleur pour peindre une nature enchantée, vibrante et lumineuse qui s'oppose à la réalité. Dans ces infinies nuances de couleurs, on est comme détaché du temps. Les nuages violets sont mis en valeur par le sable de couleur jaune qui est la complémentaire du violet. Les couleurs vibrent et chantent. La réalité est moins importante que l'effet coloré que Bonnard veut offrir à nos yeux. Ici, c'est la plage qui prend un air surnaturel et précieux. Du sable recouvert d'or brillant sous la lumière du soleil couchant. Le banc de sable qui émerge, serait-il le banc d'Arguin? D'ailleurs, comme par hasard, un autre banc d'Arguin existe en Mauritanie, sur le continent africain, et qui se trouve être une sorte de piège naturel à bateau qui s'y échouait souvent. Encore une référence à l'Afrique.
Retrouvons notre peintre japonais, qui n'avait rien de japonais d'ailleurs, et qui fut subjugué par la beauté de la dune du Pilat. On peut lire dans le journal d'un voyageur: bientôt, nous arrivons au sommet d'une haute montagne, d'où l'œil, d'un côté, se reposait sur les eaux paisibles d'un vaste bassin, de l'autre, plongeait sur celle toujours mouvante de l'Atlantique, pour aller se perdre dans l'immensité. Le sommet de cette montagne, qu'est la dune du Pilat, culmine à 102 mètres de hauteur. Le peintre, Tobin, avec ses personnages un peu raides comme des statues, peint la dune qui accueille des touristes et des voyageurs venus chercher le repos et le plaisir. On s'étend, on se détend, on se prélasse sous un climat favorable et excellent pour la santé. Voici un autre peintre célèbre, Albert Marquet. Il fut toute sa vie un peintre de l'eau. Dormante ou agitée, verte, grise ou bleue, l'eau est indéniablement son modèle préféré et le sujet central de son œuvre. Le bassin ne pouvait qu'être un lieu idéal pour sa peinture, car la mer y est souvent calme et tranquille, comme ses toiles. L'eau est largement mise en valeur dans un dégradé de vert et de bleu. Les eaux cristallines évoquent des îles paradisiaques, baignées dans des eaux chaudes et poissonneuses. Un bateau qui s'en va à l'horizon nous invite au voyage. À l'ombre des pins, un personnage contemple la mer légère et vaporeuse dans la brume de beau temps. Une scène calme et sereine, propice à l'apaisement. À partir de maintenant, partons pour un voyage autour du bassin, et qui va nous emmener jusqu'à la pointe du Cap Ferret. Le voyage commence à Gujan-Mestras, la Hume plus précisément. Le ciel tourmenté répond au mouvement des barques, les tons marrons plongent la Seine dans une scène que l'on pourrait croire en plein hiver. L'hiver ou bien l'automne se poursuit à Audange, au domaine de Certes, peint par Marie Castet, artiste originaire d'Andernos. Le domaine fut aménagé au XVIIIe siècle pour la production du sel. Un vaste réseau de bassins d'eau de mer fut créé. Ces bassins étaient reliés par des écluses vannes qui maintiennent un niveau d'eau constant et renouvelé. C'est aujourd'hui une réserve naturelle où l'on peut observer les oiseaux. Nous voici à Taussat avec une peinture d'Henriette Lambert, artiste qui partageait sa vie entre Paris et Taussat. Dans cette œuvre très fluide, les baigneurs réduits à quelques taches se perdent dans l'élément liquide qui semble les dissoudre comme des touches d'encre dans l'eau. Le ciel et l'eau semblent de la même nature. Encore un immense artiste, Toulouse-Lautrec, qui passa lui aussi des vacances à Taussat. Comme il n'aime pas représenter des paysages, il en peint très peu, il préfère les personnages. Il laissera donc malheureusement très peu d'œuvres représentant le bassin. La vue représentée ici est celle que l'on a quand on se trouve à bord d'un bateau, ce qui rend la scène très vivante, car elle met le spectateur en condition de navigation. L'eau et l'air sont peints de manière ici aussi très fluide. Le voyage continue. Voici Andernos, par Pierre-Gaston Rigaud. Le soleil mourant à l'horizon illumine de ses derniers feux les pins qui semblent s'endormir dans leur paquet d'épines devenus vert sombre. Jean-Gérard Carrère nous offre une autre vue d'Andernos. Est-ce le matin ou le soir? Le brouillard de l'hiver ou la chaleur de l'été? Peu importe. Les formes s'évaporent et se fondent dans l'atmosphère océanique, toutes de suspension et de légèreté. Avec le peintre Émile Van Marquet de l'Humaine, on apprend qu'il y avait des réservoirs à poissons à Andernos. La vue est très romantique avec ce ciel tourmenté et ses couleurs sombres. La vie sauvage à quelques kilomètres. Arès, dernière étape avant la presqu'île. Observez ces cabanes qu'on croirait ramenées d'une époque lointaine. Nous sommes presque au néolithique. Arès, avec ses prés salés et fortement marqués par les marées qui recouvrent et découvrent inlassablement le paysage. La marée basse laisse les barques sur le sable et la vase, tandis que la lumière fait apparaître un paysage sauvage et indomptable. Marie-Rose Marquette, artiste bordelaise, peint une barque sans eau, immobile, qui montre à quel point l'homme est dépendant des mouvements de la nature. Toujours Marie-Rose Marquette. Quand l'eau se retire à Arès, les hommes et les animaux semblent attendre son retour. S'il n'y avait pas la mer, on croirait une scène de campagne, avec ses champs, ses vaches et sa paysanne. Nous sommes arrivés sur la presqu'île avec Émile Brunet et son dessin des pins tordus. Vous avez sûrement déjà vu ces pins à l'aspect étrange. Savez-vous comment ils se sont déformés? Ces formes si surprenantes et quasi irréelles résultent de l'action combinée de plusieurs éléments, dont le principal est le vent.
C'est pourquoi on désigne ces transformations dues au vent par le terme d'anémomorphose, déformées par le vent. Elles traduisent la capacité de certains arbres à bonifier leur silhouette en fonction des éléments naturels qui s'imposent à eux. Encore un peintre de grande renommée, André Lotte, né à Bordeaux et inspiré par l'art décoratif. Le peintre donne aux formes une apparence cubiste qui ajoute à l'aspect primitif de la scène. Comme si les éléments de la nature étaient grossièrement taillés, tels des villages façonnés à la machette. La scène se situe au Petit Piquet. Entre deux arbres, on aperçoit des porteurs qui ne sont pas sans rappeler les pays lointains dont les habitants transportent des marchandises sur leurs épaules, coiffés de chapeaux de paille contre le soleil. Les cabanes colorées du Piquet donnent une apparence joyeuse et accueillante à la scène. Il fait bon vivre au Piquet, loin des immeubles et de la grisaille des grandes villes. Certains peintres expérimentent leur style sans représenter la réalité. Dans son tableau, Roger Mathias montre un paysage plutôt abstrait, c'est-à-dire que l'on ne reconnaît pas d'éléments identifiables de la réalité. Les lignes et les couleurs évoquent l'enchevêtrement des cabanes que l'on peut traverser dans les ports ostréicoles tout le long du bassin, tel un petit labyrinthe de ruelles, de maisons de bois et de machines à huîtres. Tout se mêle dans une poésie de couleurs. André Lotte, la simplification des formes donne aux éléments un côté brut et naturel. On ne s'encombre pas de détails, la vie est simple, sans complications, stable et éternelle. Jean-Paul Allot, notre peintre pseudo-japonais, fait le tour du bassin. Au Piquet, le relief permet un beau panorama qui reste une des plus belles vues du bassin. Cette vue, depuis la pointe aux chevaux, est l'une des plus représentées par les peintres. La pointe aux chevaux est représentée ici de façon un peu grossière par Roger Mathias, qui n'est pas sans rappeler un vitrail ou un tissu dont la couleur aurait été mal imprimée. La couleur se décolle, comme usée par le vent et le soleil, qui mettent à l'épreuve les constructions humaines. Les maisons du bord de mer doivent souvent être repeintes à cause de l'érosion de l'air marin. Roger Mathias adore la pointe aux chevaux. Il la peint sous toutes ses coutures. La vue en plongée semble encore plus prononcée, comme si nous volions littéralement au-dessus des cabanes et des maisons. Même les pins semblent vus du dessus. L'effet est exagéré mais saisissant. C'est Charles Robert Vallet qui offre pourtant la vue la plus flamboyante de la pointe aux chevaux. La couleur atteint ici son paroxysme dans un éclat de teintes chaudes, presque brûlantes, qui font s'enflammer les cabanes. Couleur du paradis, des îles tropicales, ces visions paradisiaques ont contribué à conférer au bassin son caractère précieux, pittoresque et au charme indéniable. Petite parenthèse avec cet artiste qui n'est pas réellement peintre mais plutôt comédien, en la personne de Jean Marais, l'acteur de La Belle et la Bête du film de Jean Cocteau. La représentation est un peu naïve où chaque détail est représenté avec soin. Ce n'est pas la représentation la plus originale, mais elle témoigne de l'intérêt qu'a suscité le bassin, y compris pour d'autres personnalités que des peintres. L'architecte Le Corbusier s'est aussi installé quelque temps sur le bassin et y a laissé quelques constructions. Revoilà notre japonais préféré qui s'est arrêté au Piraillon. 111 ans plus tard. Le paysage a-t-il changé ? Au Piraillon, avec le peintre Marius Gate, un bel exemple du bateau emblématique du bassin, la pinasse. C'est l'embarcation tout à fait adaptée au milieu du bassin d'Arcachon. Son fond plat limite le tirant d'eau et son étrave, c'est-à-dire l'avant du bateau, placé haut et fonctionnel face aux successions de vagues courtes et régulières. Le nom de pinasse vient du pin, principale composante de cette embarcation. Peut-être le tableau le plus abstrait, où l'on ne reconnaît rien du bassin. Ni bateau, ni cabane, juste des surfaces de couleurs qui traduisent une atmosphère. Son auteur, Jean Hugon, peint les cabanes à Piraillon. C'est une densité de couleurs et de formes prise entre deux espaces moins chargés. On imagine le ciel au-dessus et l'eau en dessous. Au milieu, peut-être des cabanes, des choses entreposées sans que l'on puisse les identifier. L'imagination est laissée libre pour le spectateur qui a toute liberté pour recomposer lui-même sa propre représentation du lieu. L'imagination est au travail. Le même, Jean Hugon, peint d'une manière complètement différente. Les cernes noires autour des objets leur donnent un aspect très graphique et solide. Le peintre passe d'une technique abstraite à une technique réaliste dont les modes très différents de représentation n'ont en commun que le sujet. Un même modèle, le port, peut être présenté de différentes façons et laisser libre cours à l'interprétation de l'artiste. Depuis toujours, les hommes puisent sur leur terre les matériaux nécessaires à la construction de leur habitat.
Au canon, ils ne disposaient que de sable et de bois de pin. Ils se sont donc construits des cabanes. Avec leur bardage de bois de pin passé au goudron, ces cabanes ostréicoles servent de lieu de travail et de stockage. Elles sont aussi le cadre d'une vie conviviale au retour des marées. La technique de l'aquarelle utilisée ici par Jean-François Lasserre est une peinture à l'eau. Très liquide, elle permet des effets de fondu qui donnent un même aspect au ciel comme à l'eau. Le côté non fini rend l'image très vivante, un peu tremblante, comme le sont nos souvenirs imprécis et diffus. Tout ressemble ici à une esquisse, peinte rapidement sur le motif. Pour fixer la lumière changeante, le peintre Michel Joussomme brosse les couleurs sans détail pour ne rien perdre de l'instant. L'artiste peint davantage la lumière et l'atmosphère que les détails précis. Ainsi, la scène garde un aspect très vivant. À nouveau, Roger Mathias qui met en avant le mouvement des éléments au canon. Cette technique n'est pas sans rappeler un certain Van Gogh. Les peints rythment la surface de la toile pour donner un effet dynamique à l'ensemble. Moment d'apaisement au Cap Ferret avec Albert Gregg. Le calme de la marée basse se répand sous un ciel nuageux mais pas menaçant. Les bateaux reposent tranquillement en attendant le retour de la mer. Un stand-by nécessaire avant la reprise des activités. Rare représentation de parc à huîtres par Charles-Robert Vallet. L'huître fait partie des emblèmes du bassin d'Arcachon. Déjà appréciée des Romains, elle est cultivée depuis le XVIe siècle, mais sa culture, proprement dite l'ostréiculture, fait son apparition dans le bassin au XIXe siècle. Le même artiste, certainement amateur d'huîtres, la présence des tuiles Cholet témoigne de l'activité ostréicole. La tuile Cholet est une tuile demi-ronde enduite d'un mélange de chaux et de sable destinée au captage du naissin, c'est-à-dire des larves d'huîtres au sein des collecteurs. Cette technique permet de détacher les jeunes huîtres de leur support de captage sans risquer de les détruire. Autre symbole du Cap Ferret, le phare. Jean Hugon le fait émerger au-dessus des lignes figurant les bateaux et les maisons. Construit en 1840, il est détruit en 1944 sous l'occupation. Reconstruit en 1947, il est automatisé en 1995. Les couleurs sont posées en lavis, c'est-à-dire des passages d'encre ou des peintures étendues d'eau sur un dessin. La couleur s'exprime en débordant des contours du dessin. Le geste du peintre est bien visible, ce qui donne un sentiment de grande liberté à la couleur et une énergie dans le processus de création. Ce n'est pas la précision du dessin qui compte, c'est l'impression laissée par le geste de l'artiste. Retour à un dessin plus classique, avec Raoul Dosque. C'est le sentiment de chaleur et d'isolement qui est mis en avant, avec cette cabane à la Robinson Crusoe sur son île tropicale du bout du monde. Roger Mathias utilise une texture de peinture assez grasse. On peut observer ça et là quelques empattements de couches de peinture épaisse. La matière généreuse évoque l'abondance de la nature qui foisonne dans un climat chaud et propice. Le lieu dit des Yucca correspond à l'emplacement actuel du célèbre restaurant Chez Hortense. Petit tour sur l'incontournable île aux oiseaux avec Guillaume Allot. Parmi diverses hypothèses, l'île serait soit un ancien banc de sable, soit les restes d'une haute dune forgée par le vent et les courants marins dont la base se serait fixée sur son emplacement actuel au cours du temps. Sa superficie varie en fonction de la marée. Elle est en moyenne d'environ 300 hectares à marée haute et plus de 3000 à marée basse. L'île était autrefois utilisée comme lieu de pacage, c'est-à-dire l'endroit où l'on fait paître les animaux. Les troupeaux de vaches puis de chevaux s'y rendaient en nageant depuis les villages les plus proches. Ce qui donna le nom à la pointe située entre le Petit Piquet et le Grand Piquet, la pointe aux chevaux. Lors des tempêtes notamment, celles de 1714 et 1882, l'île fut submergée et les animaux décimés. Jean Doguet termine notre voyage avec les célèbres cabanes Chanquier. L'île aux oiseaux est devenue un terrain de chasse et de pêche aménagé avec des tonnes, les cabanes de chasse, des lacs, un puits artésien d'eau douce, puis des cabanes dont les deux cabanes Chanquier. Les cabanes Chanquier ont pour origine le mot chanka, chank, qui signifie échasse en gascon. Leur particularité est qu'elles se dressent sur des pilotis qui leur font comme des échasses. Elles constituaient autrefois des abris pour les ostréiculteurs, surpris par la marée haute. Elles sont devenues les symboles de l'île et du bassin. C'est bien sûr un site classé, une réserve naturelle comme il en existe tant d'autres sur le bassin. Terminons notre voyage avec les affiches qui ont pour but d'être reproduites en grand nombre et d'attirer le public à des fins touristiques. Ces publicités ont néanmoins un aspect très artistique, et même un style, comme en sont empreints les tableaux des milliers d'artistes. Alors, quel est ce style assez identifiable qui caractérise les affiches ? Les affiches sont réalisées avec des couleurs plutôt vives et en aplat aux larges surfaces de couleurs unies. Elles sont débarrassées de détails inutiles afin de donner un sentiment de pureté,
de simplicité et de sérénité. On y place quelques symboles incontournables du bassin, comme les huîtres et le vin blanc, dans le but de faire la promotion de la région. En effet, le tourisme constitue une part importante de la vie économique de la presqu'île. Ces affiches ne sont pas toujours signées comme les tableaux, mais certaines le sont et certains concepteurs d'affiches sont d'ailleurs reconnus pour leur art. Sur le plan touristique, la jetée Bélisaire est importante. Construite en 1877, c'est la première jetée en bois, la jetée principale du Cap Ferret. La jetée Bélisaire est toujours accessible en bateau, à marée haute comme à marée basse, et a pour but d'assurer la liaison entre Arcachon et le Cap Ferret. C'est en 1902 qu'a lieu la première liaison. Comment ne pas montrer le phare en affiche ? Il s'élève majestueusement du haut de ses 52 mètres, tel le gardien paisible de la nature et des activités humaines. Faune, flore et habitation semblent cohabiter en toute harmonie dans une douce atmosphère. La dune du Pilat n'échappe pas à ces affiches empreintes de rêve et de liberté dans un décor grandiose. Tout est clair, en aplat, pur et immatériel. La taille de la dune est mise en valeur par la taille des personnages. Leur petitesse, comme des insectes, montre une dune immense, et elle l'est. Préservons cette nature pour qu'elle perdure bien après nous, car c'est un trésor inestimable. L'art doit nous ouvrir les yeux sur la beauté sans jamais laisser l'habitude s'installer. Comme cette femme, restons toujours contemplatifs devant la beauté de ce bassin où nous vivons. Les artistes nous montrent combien la nature et l'activité humaine, quand elle est maîtrisée, est une source inépuisable d'inspiration. Ils nous la rendent plus belle car l'art, au final, c'est bien ce qui rend la vie plus intéressante que l'art.